Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux transformations chimiques. Dans cette vidéo, on va voir comment modéliser les transformations chimiques, comment équilibrer les réactions et comment identifier les réactifs limitants, et enfin on terminera avec les aspects énergétiques des réactions chimiques. N'oublie pas de t'abonner si tu es au lycée et que tu souhaites avoir accès à du contenu pour t'aider à avoir d'excellentes notes en physique et en chimie. Une réaction chimique, c'est donc un processus par lequel des espèces chimiques sont transformées en d'autres espèces chimiques. Ça se produit lorsque les atomes des réactifs sont réarrangés pour former de nouvelles molécules, qu'on appelle produits de la réaction. Pour modéliser une réaction chimique, on va préciser les réactifs à gauche d'une flèche et les produits à droite de cette même flèche. Ici on a par exemple la combustion du glucose, et les réactifs sont donc le glucose et le dioxygène. Le glucose c'est une autre façon de dire du sucre. Et si on fait ça, on va obtenir du dioxyde de carbone et de l'eau. Et ça c'est ce qu'on appelle les produits de la réaction. Mais comme on est en science, on va utiliser les formules brutes des molécules pour mieux préciser les atomes en jeu. Tu verras d'ailleurs dans quelques minutes que cette écriture elle est indispensable pour équilibrer correctement les équations chimiques. Ici si on récapitule, on a donc à gauche les réactifs et à droite les produits de la réaction. En chimie, il y a des espèces chimiques qui vont être présentes mais qui ne participent pas directement à la réaction chimique. On dit que ce sont des espèces spectatrices, et elles ne réagissent donc pas avec les autres espèces chimiques qui sont impliquées dans la réaction. Alors attention toutefois, une espèce spectatrice, elle peut cependant affecter la réaction de manière indirecte, en modifiant les conditions de la réaction, comme la température ou la pression par exemple. Une espèce spectatrice, ça ne sert donc pas nécessairement à rien, même si c'est parfois le cas. Leur simple présence peut modifier certains paramètres, comme la pression, comme on vient de le dire. Et ça peut donc modifier les conditions de la réaction et son déroulé. Toutefois, lorsqu'on a affaire à une espèce spectatrice, on a en général tendance à ne tout simplement pas préciser sa présence. Et du coup, on n'écrit pas les espèces spectatrices dans l'équation bilan de la réaction. C'est par exemple le cas du diazote qui est présent dans l'air à hauteur de 80%, mais qui ne participe pas aux réactions de combustion. On ne va donc pas l'écrire. Quand tu vas écrire une équation chimique, tu peux avoir un souci. De manière générale, la réaction elle n'a pas lieu à proportion égale des réactifs et des produits. Pour bien comprendre ça et en prendre conscience, regarde cette réaction de la combustion du glucose. Si on fait le bilan de ce qu'on trouve dans les réactifs, on a 6 atomes de carbone contre un seul dans les produits. La question qu'on peut se poser, c'est où sont passés les 5 atomes de carbone manquants. Mais ça s'arrête pas là. De la même manière, on a perdu 10 atomes d'hydrogène et 5 d'oxygène. Or, ça c'est quelque chose qui ne peut pas se produire. On doit avoir une égalité de chaque élément chimique avant et après la réaction. Souviens-toi d'une phrase de Lavoisier qui est assez célèbre et qui disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et ben là, on est en plein dedans, et ça c'est un problème que les chimistes ont appris à résoudre. En effet, pour résoudre ce problème, on va équilibrer l'équation chimique. Et équilibrer une réaction chimique, ça revient à trouver les coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire les nombres entiers qui vont précéder chaque élément ou molécule dans la réaction chimique, écrite sous forme de bilan. Tout ça dans le but de rendre le nombre d'atomes d'éléments identiques dans les réactifs et les produits de la réaction. Le plus simple, c'est encore de voir ça à travers un exemple pas à pas. Mais je peux également te renvoyer vers cette vidéo qui traite ce sujet. L'étape 1, on l'a déjà faite, c'est écrire la réaction chimique sous forme de bilan. Ça revient à mettre les réactifs du côté gauche de la flèche et les produits à droite de la flèche. Deuxième étape, on va commencer à trouver les nombres en essayant d'équilibrer les différents atomes un par un. Ici on voit par exemple qu'il faut rajouter un 6 devant le CO2 pour avoir 6 atomes de carbone dans les produits comme dans les réactifs. C'est donc ce qu'on fait, on rajoute 6 devant CO2. Dans ce cas-là, on se retrouve avec 6 atomes de carbone dans les produits, mais attention, il ne faut pas oublier que ça a également modifié le nombre d'atomes d'oxygène. Ici, on en aura donc 6 fois 2 dans chaque molécule de CO2, donc 12, plus 1 dans une molécule d'H2O. On en a donc 13 au total. Une fois que ça c'est fait, on équilibre le nombre d'atomes d'hydrogène en ajoutant un 6 devant H2O. On se retrouve ainsi avec 12 atomes d'hydrogène dans les produits et 12 dans les réactifs. On a bien équilibré le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène. Et comme précédemment, en faisant ça, on a également modifié le nombre d'atomes d'oxygène dans les produits, puisqu'on se retrouve cette fois-ci avec 18 atomes d'oxygène. Il nous reste donc à équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène en ajoutant un 6 devant les molécules d'O2 dans les réactifs, et on se retrouve donc cette fois-ci avec 18 atomes d'oxygène dans les réactifs et dans les produits. Et on a bien équilibré chacun de nos éléments. Il nous manque un nombre stoichiométrique devant la molécule de glucose, mais puisque tous les autres éléments sont équilibrés, ça sera tout simplement un 1. Et le travail est terminé, on a équilibré notre équation chimique. On s'est arrangé pour qu'il n'y ait rien qui se perd, rien qui ne se crée. Une des choses que tu dois savoir faire également, c'est identifier les réactifs limitants. Pour rappel, le réactif limitant, c'est le réactif qui est consommé en premier et qui va limiter la quantité de produit final qui peut être produite. D'où son nom de réactif limitant. C'est lui qui limite la réaction.
Alors attention toutefois, le réactif limitant n'est pas forcément le réactif qui est présent en plus petite quantité. En effet, à cause des coefficients stoichiométriques, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Dans les faits, pour déterminer le réactif limitant d'une réaction, on doit comparer les quantités de matière de chacun des réactifs. Pour identifier le réactif limitant, on va pouvoir faire ça en 3 étapes. Étape 1, on va calculer les quantités de matière des réactifs. Ça, en général, ça se fera à partir de tes formules de chimie de base et des données de l'énoncé. Étape 2, on va utiliser les coefficients stoichiométriques de notre équation de bilan correctement équilibrée pour déterminer les bonnes proportions. Ça, on va voir ça un petit peu dans le détail à travers notre exemple par la suite. Et enfin, troisième étape, on va déterminer le réactif limitant en identifiant le réactif qui va engendrer le moins de produits. Première étape, donc, on doit calculer les quantités de matière des réactifs. Pour ça, l'énoncé nous dit qu'on a 200 g de dioxygène et 500 g de glucose. Alors ici, dans l'énoncé, on nous donne des masses, mais on peut également avoir un énoncé où on aura des volumes ou d'autres données utiles qui nous permettront de traduire ça en quantité de matière. Il n'y a pas non plus 150 cas possibles, tu vas voir que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Pour rappel, quand on veut calculer une quantité de matière à partir d'une masse, on doit diviser la masse par la masse molaire de l'élément considéré. La masse molaire du dioxygène, c'est 32 g par mol. On a une masse de 200 g, donc on divise 200 par 32 pour avoir la quantité de matière. Et on obtient 6,3 mol de dioxygène. On fait la même chose pour calculer la quantité de matière de glucose, sachant que la masse molaire du glucose qui est C6H12O6, c'est 180 g par mol, on obtient une quantité de matière de 2,8 mol. Alors attention, comme je le disais tout à l'heure, le réactif limitant, ce n'est pas forcément lui qui est en plus petite quantité. Ici, un des pièges basiques, ça pourrait être de foncer et de dire que le réactif limitant, c'est le glucose, parce qu'il n'y en a que 2,8 mol, contre 6,3 pour le dioxygène. C'est peut-être le cas, mais en tout cas à cette étape-là, tu ne peux absolument pas en être sûr. Étape 2, on va donc utiliser les coefficients stoichiométriques pour déterminer les proportions. Ici on avait 1 devant la molécule de glucose et 6 devant la molécule de dioxygène. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il nous faut 6 mol de dioxygène pour chaque mol de glucose. Autrement dit, ici on a 2,8 mol de glucose, il faut donc 16,8 mol de dioxygène. 6 fois plus. Troisième étape, on détermine le réactif limitant à partir de tout ce qu'on vient de dire. Ici, ce qu'on constate, c'est que pour nos 2,8 mol de glucose, il faudrait 16,8 mol de dioxygène. Or, on n'en a que 6,3 à disposition. On n'a donc pas assez de dioxygène. C'est lui qui est le réactif limitant. Il faudrait une quantité de matière plus importante de dioxygène pour consommer tout notre glucose. Une autre manière d'identifier le réactif limitant, ça serait de regarder ce qu'il nous reste à l'état final de la réaction. Le réactif limitant, ça serait celui qui aurait totalement disparu. Et s'il y a un des réactifs que l'on trouve encore à l'état final de la réaction, c'est qu'il n'a pas été totalement consommé. C'est donc qu'il n'a pas limité la réaction. C'est donc que c'est l'autre réactif qui est le réactif limitant.